Communiqué des Israeli Defense Force, on a tapé la base d'Ispahan et on a tapé du Tomcat. On s'est occupé de détruire les derniers Tomcat iraniens encore existants. Bonjour à tous, debout là-dedans, bienvenue sur Lâcher Solo. Je me présente, Frédéric Marsali, journaliste aéronautique pour Aérobuzz, pour parler d'aviation et évidemment avec l'actualité et le conflit qui existe maintenant au Moyen-Orient. La semaine dernière, on avait parlé des Tomcat parce que la guerre en Iran avait remis sur le devant de la scène le F-14, un avion qu'on aime tous. J'ai fait mon émission vendredi 6 mars. En me disant, on n'a pas de nouvelles des Tomcat iraniens, qu'est-ce qu'ils vont devenir? On s'est posé des questions, même si l'émission parlait du Tomcat en général. Sauf que voilà, je fais mon émission, tranquille, on parle du Tomcat, on parle un petit peu des Tomcat iraniens, en restant dans le flou parce qu'on n'a pas des tonnes d'informations non plus. Et 2 jours plus tard, communiqué des Israeli Defense Force, on a tapé la base d'Ispahan et on a tapé du Tomcat. On s'est occupé de détruire les derniers Tomcat iraniens encore existants. Donc vous en avez un exemplaire à l'image avec le dernier camouflage, Islamic Republic d'Iran Air Force, RIAF, dernier utilisateur du F-14 Tomcat, avion de légende. Combien en restait-il opérationnel? Alors ça c'est la grande question et franchement on l'a pas. Les dernières estimations que j'avais eues, moi, c'était au moment de l'écriture de la série du FANA sur le F-14. On parlait d'une vingtaine de Tomcat, mais visiblement, le chiffre avait encore diminué depuis. Et on va faire un petit point sur ce qui s'est passé le week-end dernier, sur cette attaque, sur la base d'Ispahan. Tactiquement, stratégiquement, je ne crois pas que la destruction des Tomcat iraniens influe d'une quelconque manière sur le déroulement futur du conflit. Pour être très clair, c'est des avions qui, sur le plan opérationnel, vu comment se déroule le conflit, portait pas grand-chose. On voit bien que c'est un conflit qui entraîne des attaques de drones, beaucoup. On a vu des avions de combat faire des attaques au sol, mais pas beaucoup d'intercepteurs iraniens en vol, donc pas de vol de Tomcat. Les capacités opérationnelles des Tomcat iraniens, elles sont méconnues. Il y a toujours le radar, la WG9 qui a été livrée avec les avions. Alors, je précise parce que j'ai encore vu des trucs abominables sur un site d'une fiabilité absolument légendaire. Les Tomcat iraniens sont des F-14A qui ont été livrés entre 1976 et 1978. Ils sont donc équipés du radar AWG9 des F-14A d'origine. Parce que après la révolution de 78 et la chute du Shah en 79, le soutien technique de Grumman, il s'est arrêté là pour cause d'embargo. J'ai lu que sur un site, il parlait du radar du F-14D qui aurait été livré à des centaines d'exemplaires à l'Iran. Que dalle! Le radar du F-14D, qui était une version un tout petit peu plus avancée d'un radar à longue portée, d'une génération suivante, n'a pas pu être livré aux Iraniens, tout simplement parce qu'il arrive dans les années 80. À ce moment-là, l'embargo, il fait que non. Puis si les Américains ont détruit les F-14 qui restaient aux États-Unis, sauf les 80 et quelques qui sont dans les musées, c'est justement pour ce genre de pièces ne tombent pas entre les mains des Iraniens par les circuits de contrebande de pièces aéronautiques, etc. Donc non. D'autant plus que la WG9, il était conçu pour tirer du missile Phoenix. Le missile Phoenix, en Iran, il n'y en a plus depuis la guerre Iran-Irak, puisqu'ils les ont tirés au combat. Ils en ont peut-être gardé quelques-uns pour faire des études et pour développer des copies et des évolutions. C'est le cas du Pharaon 90, qui est une évolution du Phoenix local, mais qui n'a pas les capacités totales qu'avait le Phoenix. Donc, les capacités réelles du F-14, inconnues. Communiqué de israéliens disant qu'ils ont ciblé la 8e Tactical Base d'Ispahan qui se trouve à 300 km au sud de Téhéran et surtout à 1500 km de Tel Aviv. Ça fait quand même une sacrée balade pour aller taper là-dessus. On ne sait pas quels avions ont été utilisés, F-15, F-16, F-35. J'ai certaines sources qui me parlent aussi de participation de l'US Navy. Bon, c'est des sources, je vais vous les expliquer après, elles sont assez proches du milieu iranien. Mais bon, il y a un brouillard de guerre, comme toujours. Voilà. À l'écran, vous avez la base d'Ispahan telle qu'on la voit sur Google Earth. Et contrairement aux bases françaises, par exemple, les bases iraniennes, elles ne sont pas floutées. Donc on peut regarder ce que ça donne. Voilà, la base, elle est là. Vous avez un doublet de pistes, plus ou moins est-ouest, avec ici une zone aéroportuaire civile, et là la partie base aérienne dispersol. On voit ici un dépôt de munitions assez cossu quand même, et surtout un truc qui est assez rare, c'est que là vous avez visiblement une piste désaffectée ou piste de secours, ce qui est assez rare, en tout cas en France, des pistes de secours comme ça,
connaît pas. Et donc, les Tomcat, c'était stationné dans ce secteur-là. Alors, juste pour la petite histoire, ici, il y a un hôpital. Mettre un hôpital à côté d'une base militaire. Après, on s'étonne qu'il y ait parfois des frappes bizarres. Bon, ça, c'est à nouveau une vue Google Earth un petit peu zoomée de la zone de dispersol. Et là, les ronds que je vous ai entourés, ce sont les Tomcat qui étaient réellement visibles sur cette prise de vue, alors dont je n'ai pas noté la date. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tomcat étaient garés à côté de hangarettes durcies. Et ça donnait ceci en un peu plus zoomé. Et franchement, ça c'est le zoom à fond de Google Earth, le Tomcat, on le reconnaît bien. Alors la question c'est, un Tomcat garé devant une hangarette durcie, est-ce que c'est pas un Tomcat retiré du service? Parce que s'il était en service, on le laisserait à l'intérieur de la hangarette pour le protéger. Voilà, ça c'est une vraie question. J'ai pas la réponse. Il y a des chances que ce soit des F-14 qui ne soient plus opérationnels et qui étaient laissés là. Mais sur la quantité, 8 F-14 visibles sur cette base sur Google Earth. Donc c'est des photos qui ont quelques mois. Et donc ensuite, il y a quelques jours, donc, ont été diffusées ces images-là, qui reprennent, donc, c'est l'angle est de la base d'Ispahan. On a des avions qui sont garés sur le taxiway ici, puis on a 2 Tomcat qui sont très visibles ici. Ça, c'est une zone de point fixe. Alors, une zone de point fixe, si on y met un avion, il y a 2 écoles. C'est parce qu'on va y faire un point fixe et que l'avion est opérationnel, ou alors c'est qu'on le met là et que de toute façon, c'est une aire de point fixe qui ne sert plus à rien. Exemple, l'aire de point fixe de la base de Nîmes, il y a encore 2 trackers qui y sont dessus, donc bon, on voit bien à quoi ça sert. Et ça, c'est des photos satellites récentes avant et après le raid. Donc, avant le raid, donc on a des chasseurs qui sont ici sur le taxiway, 2 Tomcat. Le Tomcat il a été rasé, les 3 qui étaient là aussi ont explosé, puis celui-ci aussi est détruit. Voilà, ça c'était un point fixe un petit peu plus zoomé. Là, on sait que... Alors là, on peut se poser la question, les avions sont-ils encore opérationnels? Bon, là, la question, elle est vite répondue. Mais on a tous focalisé sur le Tomcat. Alors peut-être des leurres, on a bien vu des peintures noires pour faire des leurres infrarouges aussi. Oui, tout à fait. Sauf que là, je vois les dégâts qu'a l'avion là, c'est des dégâts sur un vrai avion. C'est pas une baudruche qui aurait explosé, c'est pas un truc peint. Donc là, on avait vraiment des avions. Mais la question, c'est des avions à l'extérieur, comme ça, quand tu sais qu'au bout d'une semaine, tu risques d'avoir des bombardements sur ta base, à moins que tu te dises 1500 km de Tel Aviv, ils n'oseront pas, ils ont osé. C'est des avions qui... sans doute pas opérationnels et qui ont été sacrifiés. Et alors la question est combien il reste d'avions opérationnels, combien? On va en reparler juste après. Selon certaines sources, et là je vais citer ma source, c'est un journaliste qui vit en France qui s'appelle Babak Takzae, qui est iranien, réfugié en France depuis quelques années, et qui est un auteur prolifique de livres et d'articles sur la défense, sur les avions, etc. C'est quelqu'un que j'ai le plaisir de rencontrer assez régulièrement. C'est un garçon très agaçant parce que ça fait 10 ans qu'il vit en France et il n'ose pas parler français, alors qu'il le comprend très bien. Donc il me parle en anglais, moi je fais exprès de lui répondre en français. C'est un mec sympa, c'est un gars qui est né en Iran, qui a travaillé sur, dans un de ses tweets là récemment, il expliquait qu'il avait travaillé sur les systèmes d'armes des F4 Phantom quand il était jeune visiblement, et pour des raisons que je ne connais pas, il a fini par s'expatrier et faire le journaliste en France. Alors, il est basé en France mais il rayonne dans toute l'Europe. Et Babak, il a gardé des contacts en Iran. Et c'est ça qui est important. Et lui, il parle très bien la langue, je crois que c'est le farsi en Iran. Il le parle forcément, évidemment, c'est sa langue natale, et puis surtout, il a son réseau de contacts, et il ramène des informations qui sont généralement très fiables. Et donc, selon Babak, après les raids israéliens de la semaine dernière, tous les RH-53D de la Navy, donc des hélicoptères, ont été détruits. Les 8 derniers F-4D de l'Iranian Air Force, c'était des fantômes qui étaient utilisés uniquement pour l'entraînement des pilotes, parce que le F-4D opérationnellement, c'était l'avion qui était opérationnel pendant le début de la guerre du Vietnam quand même. Donc ça vous donne la date des engins, mais ils étaient toujours en état de vol en Iran, ont été détruits. Le dernier P-3F Orion de l'Iranian Air Force, pareil, détruit, et il annonce que les derniers 6 F-14 Tomcat utilisés en Quick Reaction, en PO à Ispahan, ont été détruits par le raid israélien et l'US Navy. C'est lui qui donne l'information que l'US Navy aurait participé au raid. Donc les 6 derniers opérationnels auraient été détruits au cours du raid. Et
En plus de ces destructions, l'Iranian Air Force aurait perdu son dernier KC-707, donc c'est un ravitailleur en vol, ils en avaient une dizaine, ils ont fini par les perdre. Le dernier KC-747 et les deux derniers RC-707, en plus de C-130E et de Ilyushin 76 de transport. Donc quand Trump a dit les Iraniens n'ont plus de force aérienne, on n'est pas loin de la vérité quand même. Il y a des chances pour qu'ils en aient encore dissimulé ailleurs. Oui, c'est possible. Mais combien? Sachant que de toute façon, on part d'un point de départ il n'en restait pas des tonnes. Sur ces pas des tonnes, ils en ont perdu un certain nombre. Il y a un moment où derrière, s'il te reste 5 avions, ça ne vaut plus la peine d'essayer de les remettre en vol de toute façon, sachant qu'en plus, c'est des avions qui étaient prévus pour être retirés du service en 2030, donc dans 4 ans. Ça sent le retrait de service prématuré. La question... Et Babak, dans ses tweets, le dit, ces avions n'avaient pas une très grande valeur opérationnelle, mais, c'était le cas des 707 ou des 747 ou d'autres avions, c'était des avions qui avaient une valeur historique intéressante. Ils ont marqué l'histoire de l'aviation iranienne, comme on l'a expliqué la semaine dernière, mais aussi par leur participation à la guerre Iran-Irak. Quelque part, garder des Tomcat en musée, comme l'ont fait les Américains, c'est quelque chose qui pouvait s'envisager. La question, c'est est-ce qu'il va rester au moins quelques cellules et qu'on puisse éventuellement un jour aller les voir dans un musée d'aéronautique à Téhéran, un jour où on pourra y retourner, parce que de toute façon, voilà, je pensais qu'un F-14 pouvait se débrouiller face au F-16, F-15, F-18. Alors, on en a parlé la semaine dernière, face au F-15 par exemple, on a des exemples de dogfight qui ont tourné à l'avantage du F-14. C'était des avions qui étaient pilotés par des gens qui étaient assez habiles, hein. On a parlé de Joe Satrapa, par exemple, et on a publié la photo assez marrante du kill qu'il a eu sur des F-15, et c'était pas le seul qu'il a eu dans sa carrière. Oui, en combat aérien rapproché, le F-14 peut se démerder contre un F-15. Très bien, sauf qu'il faut qu'il approche. Et aujourd'hui, le système entre les AWACS et les liaisons de données entre les différents avions font que le combat aérien rapproché, il n'est pas engagé, les avions sont détruits avant. Et donc, à ce moment-là, le F-14 n'apporte pas énormément de plus-value. Est-ce qu'il y a eu des F-14 utilisés depuis le début du conflit? Visiblement, non. Donc voilà où on en est, et c'est vrai qu'il y a peu d'infos, et on fait avec, et on suit ça. Alors nous, on s'est tous engouffrés moi le premier, hein, dans les Israéliens ont tapé les F-14. Il y a une part de symbole dans ce raid, parce qu'opérationnellement, ça ne sert pas à grand-chose. Mais on ne sait jamais. Puis en fait, ils ont aussi communiqué sur le fait qu'ils avaient détruit des F-14. Ils n'ont pas insisté sur les autres avions qu'ils avaient détruits. Et puis dans les messages, il y avait parlé de système de communication, etc. Donc ils ont tapé la base, plusieurs. Et comme le dit Dominique Chesson, excellente remarque, de toute façon, pour l'Iran, la priorité n'est plus l'aviation, mais les drones et les missiles. Ils sont dans cette posture-là. Ils ne peuvent pas mettre en l'air leurs avions. Ils ont perdu la suprématie aérienne au-dessus de leur territoire. Quand même se rendre compte que les Israéliens font un raid de 1500 km, tapent une base à 300 km de Téhéran, et en 2025, ils avaient tapé une base à Téhéran. Il y a un an, il s'était passé un truc. Voilà, ça c'est des images du raid qui a eu lieu l'année dernière à Téhéran. Deux F-14 avaient été positionnés près de la capitale iranienne, sans doute pour servir de défenseurs, et puis finalement, une attaque de drone sur ce coup-là, a fait que ces deux avions qui devaient être opérationnels ont été détruits. Donc on a des images comme ça. Israël devait communiquer autour de la destruction des Tomcat, mais on n'a pas eu plus d'infos pour le moment dessus. Est-ce qu'on en aura? Voilà. Avec les dernières versions des Sidewinder avec viseur de casse, mais un avion moins maniable pourrait abattre un F-14 iranien qu'on va rapprocher, je pense. Ouais. De toute façon, il faut le Tomcat, il a son intérêt pour les tirs à longue distance, moyenne distance sur le Farouk. Après, oui, s'il arrive à, comme on a eu avec les Crusaders et les Tornados, si tu arrives à passer la barrière en combat aérien, ils ont encore leur chance, il y a le canon qui marche. On est peut-être des missiles à courte portée, donc voilà, mais on sait que... Donc pour revenir à l'inventaire, l'Iran était, et sans doute encore, un des derniers utilisateurs du Fantôme. Ici, vous avez des F-4E, donc la version qui est bien équipée du canon. Pareil, on n'a pas de nouvelles des F-4E, on ne sait pas s'ils ont décollé, et je pense que tout ça est resté au sol. Les Iraniens, du temps du Shah, ont commandé énormément de fantômes, ils en ont eu environ 300 en 3 versions, des F-4D, des F-4E et des RF-4E. Donc la dernière version, ce sont des avions de reconnaissance. Ils ont été livrés jusqu'en 1978, les dernières commandes n'ont pas été honorées à cause de la Révolution. Et c'est des avions qui ont connu le combat pendant la guerre Iran-Irak et qui ont un paquet de victoires aériennes et qui ont fait aussi énormément de missions d'attaque au sol. Encore un
F4E, ça c'est une photo de Babak. Je les trouve beaux, mais c'est un fantôme, je suis pas objectif. Et ça, c'est un F4D. Alors les F4D, c'est la version que, par exemple, utilisait l'US Air Force au début de la guerre du Vietnam. D'ailleurs, il y a eu des F4D jusqu'à la fin de la guerre du Vietnam. Donc c'est dire si c'est une version qui est pas récente. Il n'y a pas le canon, le radar, il est d'époque, et l'armement, bon, faut voir ce qu'ils peuvent passer. Mais les avions étaient encore opérationnels. Il y en avait, donc comme le dit Babak, 3 qui étaient utilisés pour la formation des pilotes. Peu de capacité opérationnelle, bon bah oui, mais ça peut apprendre à quelqu'un à piloter un F4, donc ils étaient encore en service. Les 3 derniers opérationnels ont été détruits au cours des raids de cette semaine. La vraie question, c'est cela, les Mirage F1. Les Mirage F1 en Iran, bah oui. En 1991, quand la guerre de libération du Koweït s'est déroulée, le Mirage F1, et ça c'était des Mirage F1 EQ5 qui avaient la capacité de tirer des missiles Exocet, donc de faire de l'interdiction anti-navire, les pilotes irakiens se sont réfugiés en Iran. Il faut imaginer quand même le truc, la guerre Iran-Irak se termine en 88, c'est une guerre qui a fait des centaines de milliers de morts, il y a eu on a fait une émission sur les prisonniers de guerre. Au Vietnam, c'était pas joasse, mais alors les prisonniers de guerre entre l'Iran et l'Irak, c'était pas joasse non plus. Et ben en 91, face à l'arrivée de la coalition, les pilotes de Mirage F1 ont amené leurs avions chez l'ancien ennemi pour les mettre à l'abri. Ils les ont jamais récupérés. Le nombre de Mirage F1 qui ont été envoyés en Iran n'est pas connu, enfin moi je le connais pas avec précision, mais les estimations disaient une vingtaine. Et l'Iran a utilisé ces avions un certain temps. Alors évidemment, en 91, ça fait 35 ans. Quel est le statut de ces avions? Ce sont des avions qui seraient intéressants parce que capables de tirer des exocets, sachant qu'ils avaient récupéré des exocets auprès de l'Irak, avec ce qui se passe, les histoires d'interdiction, de fermeture du golfe d'Ormuz, le Mirage F1, équipé de missiles exocets, c'est quelque chose qui peut faire énormément de dégâts. Pendant la guerre Iran-Irak entre 1980 et 1988, il y avait déjà eu la fermeture du détroit d'Ormuz, donc il y avait déjà eu des crises pétrolières et une montée du prix du pétrole. Il y avait eu énormément d'attaques, notamment irakiennes, sur les pétroliers qui allaient s'approvisionner sur les raffineries qui sont dans le golfe d'Ormuz, le golfe Persique, pardon, et l'exocet avait joué un grand rôle là-dedans. Eh ben, on pourrait avoir un retour de cette situation-là pour peu que les Mirage F1 soient encore en état de vol et qu'il y ait encore des exocets capables d'être tirés. Pareil, pas d'infos. Dommage. Puis à l'horizon du Yak 130, on a appris qu'il y avait un Yak 130 qui avait été détruit au-dessus de Téhéran par un F-35 israélien. Pourquoi un Yak 130 était en vol? Ma petite hypothèse perso, c'est qu'il faisait de la chasse au drone, parce que je ne vois pas lancer une mission d'entraînement pour un pilote en milieu de raid comme ça. Donc on est vraiment... Et c'est ça qui est pénible aussi, c'est qu'il n'y a pas trop d'infos et que tout ça est nébuleux et qu'on peut avoir beaucoup d'interventions de gens qui font semblant de savoir et qu'en fait, ils sont comme nous, on ne sait pas. Il faut avoir l'honnêteté de pouvoir dire à un moment, on ne sait pas, on a des hypothèses. Mais suivez les comptes de Babak, parce que lui, il est bien informé, il a ses sources là-bas, et donc ça permet de relativiser un certain nombre de choses. À l'écran, vous avez à nouveau un F-14 aux couleurs de l'US Navy. Chouette. Bon alors, je vais en revenir, là c'est une petite correction par rapport à ce qu'on a dit la semaine dernière. C'est le fameux 80e F-14 iranien. L'Iran commande soit 80 Tomcat, ils sont livrés entre 76 et 78. En 78, ils prennent livraison du dernier Tomcat qui reste aux États-Unis pour le développement du système de vision, la caméra longue portée qui se trouve ici, qui permet d'identifier la cible à longue distance et qui permet d'ouvrir le feu avec certitude sur la bonne cible. On s'est aperçu il n'y a pas très longtemps que les tirs fratricides, c'était quand même un gros problème. Et donc l'identification pour un tir à longue distance, voire même à courte distance, c'est important. Et puis surtout, l'Iran qui dispose d'avions qui proviennent de différents fournisseurs, avait des ravitailleurs en vol, qui avaient des perches et qui avaient aussi des tuyaux souples. Donc ils voulaient, en plus de la perche escamotable qui se trouve sur le côté du F-14, disposer de F-14 qui est le même système de ravitaillement en vol fixe que les F-15. Donc il y avait des modifications à faire, et donc c'était le 80e exemplaire qui devait servir de banc d'essai, de prototype pour les évolutions à venir des Tomcat iraniens. La révolution arrive, le Tomcat, il reste aux États-Unis. Et donc là où je voulais en venir, c'est que j'avais dit que le fameux 80e F-14 Tomcat iranien était à Davis Mountain, donc le fameux grand cimetière où se trouve une force aérienne
stockés. Enfin, honnêtement, voilà, c'est une réserve incroyable. Alors, il y a un certain nombre d'avions qui sont ferraillés, d'autres qui sont préservés au cas où, d'autres qui peuvent être vendus à on ne sait pas qui. Par exemple, pour revenir au bombardier d'eau, Coulson a sorti quand même plusieurs avions du cimetière, plusieurs C-130, et forme une force aérienne de lutte anti-incendie avec des C-130 qui sortent de Davis Monthan. Donc, c'est un stockage qui se fait dans de bonnes conditions. Les avions sont récupérables. Là, la photo que je vous ai mis à l'écran, c'est ce qu'on appelle la allée des légendes, c'est-à-dire que parmi tous les avions qui sont préservés là-bas, stockés, certains nombres sont destinés à être détruits, mais bon, quelque part, ils en ont sorti certains, les ont mis autour de cette avenue-là, parce que ce sont des avions notables. Alors, pas celui-là, parce que lui, il est en stockage, puisqu'il y a déjà un KC-10 ici, mais en fait, quelque part, ils essayent de garder au moins un exemplaire de chaque avion préservé sur place, et quelques prototypes bizarres, puisque ici, ça doit être le YC-15, qui est un prototype, voire même un démonstrateur d'avions de transport, décollage et atterrissage court des années 70-80 et dont les travaux ont beaucoup servi pour, par exemple, le C-17. Lui, il a été stocké parce qu'une fois qu'il avait fini ses essais en vol, il n'y avait plus rien à en faire. Et ben lui, il est préservé. Il y a là ça veut du C135, il y a du C5, il y a du B1, il y a du C130, alors peut-être qu'il y en a un de chaque version, puis là on a quelques petits chasseurs. Et donc moi j'étais resté dans l'idée que le fameux 80e Tomcat iranien était à Davis Monthan stocké. Et effectivement, j'avais dans mes fichiers depuis quelques années un recensement des Tomcats qui avait été fait par un fan comme moi de Google Earth qui avait pointé tous les Tomcats visibles et il avait donc pointé ici. Et le Tomcat iranien, il est là, c'est le 160-378. Pour la petite histoire, le Tomcat que vous avez là, le 159-137, c'est un des deux Tomcats qui ont abattu des MiG-23 en 1989 au large de la Libye. Donc pour moi, j'étais resté dans l'idée que le Tomcat, qui est important parce que c'est un avion qui a une histoire particulière, c'est un Tomcat iranien à la base, était préservé en attente d'installation, d'envoi au musée, puis malheureusement, en 2023, l'avion a été malheureusement ferraillé. En fait, on voit que les 4 autres Tomcats ont été déménagés, je vais vous montrer après où ils sont, mais lui, il a été purement et simplement ferraillé. Ça, vous avez la liste de tous les avions qui sont stockés à Davis Monthan, est accessible en ligne. Alors un peu pénible à trouver, un peu pénible à fouiller, mais ça donne ça. Le H-80 de l'Imperial Iranian Air Force à l'époque, il est arrivé à Davis Monthan le 20 mai 1981. Il a servi pour le développement hypothétique des avions iranien entre 78 et 81, donc pendant 3 ans. Après, il a été stocké jusqu'en 1986. En 86, avec l'embargo, le statut de l'avion n'était pas clair, donc le US Navy a remis la main dessus. Et il est retourné au service, et c'est dans ce cadre-là qu'on l'a vu ici, en vol. Point Mugu Test Center, Flight Test. Et donc, là, si vous zoomez bien, vous allez voir que son numéro d'inscription est visible. Je pense qu'on le voit 160-378, hein, il est visible là. Donc l'avion a servi pour tout un tas de développements pour l'US Navy, de systèmes d'armes, d'équipements, d'évolution. De toute façon, l'avion n'était pas standard avec les leurs, donc quitte à avoir un avion un peu différent, autant bien l'utiliser. Et donc on voit qu'il est retourné en 2000 à Davis Monthan, que le 16 février 2023, il est rayé des cadres et transféré à l'ouest et ferraillé. Et ça, c'est quand même moche. Les 4 autres Tomcats que vous avez vus avant, ils sont maintenant dans une autre allée avec des tas de F-15, alors plus ou moins en bon état. On voit que certains ont les ailes qui ont été récupérées. Avec des hélicos, avec des A-10. Les A-10 qui ont été à nouveau utilisés au combat cette semaine. Un avion dont les politiciens ont cherché à débarrasser l'US Air Force pendant des années. L'avion est encore là, il a encore fait un boulot de dingue. Parce qu'ils ont un certain nombre d'avions stockés, l'avion peut se prolonger. Bon, visiblement, la fin se précise quand même. Voilà, Davis Monthan. Ça se visite, Davis Monthan. On ne peut pas visiter partout, mais il y a des circuits qui sont organisés. Honnêtement, si vous allez dans le coin, je pense que c'est à voir. Et donc, on parlait de ce système de vision à longue distance pour pouvoir identifier les cibles. On va revenir 2 minutes sur la grosse anecdote quand même du début de semaine. Cette espèce de tir fratricide qu'il y a eu avec les F-18 koweïtiens. Alors, j'arrive pas à savoir, mais visiblement, il y a un pilote koweïtien qui a 3 victoires aériennes contre des F-15. Alors, la question sur le F-15, c'est que la réputation du F-15, c'est que depuis qu'il est entré en service, avec les Américains comme avec les Israéliens, on lui attribue un peu plus d'une centaine de victoires aériennes aujourd'hui, et surtout 0 perte au combat aérien.
Là, il y en a 3 qui ont été shootés par un tir fratricide. Est-ce qu'il faut les compter? La réponse est non. Les tirs fratricides ne se comptent pas. Vous pouvez prendre tous les as de la Seconde Guerre mondiale, les revendications de victoire, vous n'aurez jamais d'indication de victoire fratricide. Elles ne rentrent pas en ligne de compte. Pourtant, il y en a. Et là, il y en a eu à nouveau. Donc, on a 3 F-15E qui survolaient le Koweït, qui ont été interceptés par ce F-18. Il ne devait pas être en posture très défensive, peut-être un retour de raid. Ils sont en zone amie, la WAX qui leur dit non mais c'est bon, tout est clair, il y a des F-18 koweïtis, ils sont alliés. Puis ça a tourné au vinaigre, ils se sont fait shooter effectivement par des armes qui n'avaient pas une grosse puissance explosive, on le voit sur les vidéos. Les 6 membres d'équipage se sont éjectés, n'ont pas été blessés. C'est éjectable quand ça marche, c'est magnifique. Ça a donné des scènes un petit peu tragicomiques. Surtout celle-là qui est incroyable, c'est-à-dire que le gars vient de s'éjecter et il est quand même menacé par quelqu'un qui pense que c'est un pilote iranien. Alors, pour un coup de truc comme ça, c'est pas cool. Bon, l'accueil peut être un peu viril, mais correct, voilà. Ça fait des photos incroyables. On pourra débattre et on verra, il y aura sans doute un rapport de l'US Air Force pour expliquer ce qui s'est passé, mais pour l'instant, voilà, on va rester vague. Les systèmes électroniques n'ont pas fonctionné, mais est-ce qu'ils s'étaient calibrés pour réagir par rapport à un tir ami, et surtout de la part du pilote koweïtien qui a tiré, on pourrait dire très rapidement comme ça que confondre un F-14 et un F-15, c'est pas une faute professionnelle, sans doute faute professionnelle, mais il y a des histoires dans l'histoire de l'aviation où confondre des avions et que ça amène des choses un peu terribles. Il y a des cas. Moi, je suis persuadé que le pilote du F-18, alors, il faut juste se souvenir du contexte. Ce soir-là, l'aviation koweïti et la défense aérienne koweïtienne ont abattu des dizaines de drones et tenté d'intercepter des dizaines de missiles de croisière. Donc, ils étaient à la limite de la saturation. Là, il y a 3 avions qui se sont présentés. Erreur de communication, le pilote avait sans doute pas l'information qu'il y avait des avions alliés dans le secteur. Je pense qu'il a dû prendre les F-15 pour des F-14 et il a shooté. C'est mon point de vue. La question, c'est... comment c'est possible de confondre un F-14 et un F-15? Honnêtement, je pense que c'est très facile. Voilà, comme dit Tarquin, pour un marteau, tout est un clou. Quand tu t'attends à voir un F-15, bah, tu vois le F-15. Mais si tu t'attends à voir un F-14, ton F-15, il va avoir les 2 dérives. Par exemple, tu vas focaliser sur les 2 dérives. Tu vas dire, il y a 2 dérives, c'est un F-14. Est-ce que les IFF étaient actifs sur le F-15E? Normalement, oui. Mais tu sais très bien que pour arriver à ce résultat-là, il y a un certain nombre de sécurités qui ont sauté. Lesquels? On verra. Est-ce que l'IFF a fonctionné? Est-ce qu'il a regardé son IFF? Est-ce qu'il a cru que les F-14 iraniens étaient en train d'essayer de le leurrer? Je ne sais pas s'il témoignera un jour, ce gars-là, mais je ne sais pas s'il redeviendra pilote de chasse. Moi, j'ai la blague qu'on s'est fait avec des copains, c'est il y a 2 solutions. Soit c'est le fils de l'émir et il va continuer sa carrière, soit c'est pas le fils de l'émir et les avions, il va le regarder du sol le reste de sa vie. Voilà. Donc voilà, ça c'est un cas d'hallucination possible. Et un des cas d'hallucination collective connus dans l'histoire de l'aviation, c'est en France que ça se passe, c'est en 1940, c'est vous avez tous les réfugiés de l'Exode qui sont sur les routes, qui essayent de franchir la Loire, et tous ont raconté qu'ils ont été bombardés par des avions italiens. Vous prenez tous les témoignages de première main, vous verrez, on a été attaqué par des avions italiens. Moi, mes grands-parents ont vécu l'Exode et m'ont laissé ma grand-mère et mon grand-père, qui étaient séparés à ce moment-là, puisque chacun avait suivi un itinéraire différent. Tous les 2, et je peux vous les citer, qui étaient à des endroits différents, ont été bombardés et mitraillés par des avions italiens. Hélas, la route était pleine de convois de réfugiés, les avions italiens bombardés, mitraillés. Pendant 3 jours, nous avons vécu un cauchemar affreux, des péripéties dramatiques. Ça, c'est ma grand-mère qui parle. Vers 15 h, une petite escadrille d'avions blancs italiens vint mitrailler la route et le bourg. Où se fourrer? L'instinct de conservation prime. Il fallait nous voir tous blottis et tournés contre les troncs des gros arbres qui nous abritaient. Et ça, c'est le témoignage de mon grand-père. Tous les gens qui étaient sur les routes de l'Exode en mai-juin 40, là, mes grands-parents c'était en juin 40, ont vu des avions italiens. Or, quand t'as le nez dans le talus, c'est impossible de reconnaître une cocarde. Et surtout, les historiens l'ont démontré depuis, aucun avion italien n'a pu opérer sur cette partie-là du front pour une raison toute simple, les avions italiens étaient sur le front sud et n'avaient pas l'autonomie pour aller bombarder au nord de la Loire. Point barre. Et pourtant, tous les réfugiés ont vu des avions italiens. Ça, c'est un phénomène
des psychologues peuvent analyser, c'est un exemple d'hallucination collective. Le gars, dans son F-18, il a voulu voir des Sukhoi 24, il a voulu voir des F-14, il les a vus. Le résultat est à l'écran. Cette nuit, il y a eu ça aussi qui s'est passé. Alors là, l'information est chaude. On a l'US Air Force a perdu dans l'ouest de l'Irak un Boeing C-135 de ravitaillement en vol. Les choses alors, ne sont pas encore bien définies. Les circonstances du drame ne le sont pas encore totalement. 2 avions se sont touchés en plein vol et l'un est rentré à Tel Aviv avec une dérive très largement amputée. Et l'autre, malheureusement, s'est écrasé. Et là, on le sait depuis 1 heure, les 6 personnes qui étaient à bord sont décédées. C'est une perte au combat quand même, mais c'est pas une perte qui est liée à l'ennemi. C'est un truc qui m'a interpellé quand j'ai eu l'information cette nuit, parce que dans mon imaginaire, je savais que les pertes des C-135 étaient relativement faibles, alors que c'est un avion qui est en service depuis presque 70 ans maintenant, puisque les premiers sont rentrés en service en 1958, donc il y a 68 ans. Et dans mon imaginaire, par exemple, sur la guerre du Vietnam, il n'y avait pas eu de perte. Avant de prendre l'antenne, je suis allé vérifier, j'ai bien fait. En fait, il y a eu une quarantaine de KC-135 qui ont été détruits sur accident depuis 1958. Et par exemple, pendant la guerre du Vietnam, il y a eu 3 KC-135 perdus. Alors il faut savoir que pendant la guerre du Vietnam, il y avait des C-135, des KC-135 qui étaient en vol 24 heures sur 24. Sur la frontière thaïlandaise, du côté du Laos, là, il y avait plusieurs patterns permanents de C-135 pour le ravitaillement des avions qui rentraient des bombardements sur le nord. Au Vietnam, donc il y a 3 KC-135 qui ont été perdus, sachant que voilà, il y avait des avions qui étaient en vol 24 heures sur 24 et qu'il y en a eu, ils sont quasiment tous passés, ils y sont quasiment tous passés sur ce front-là. Donc pour un total de 14 morts et 0 prisonniers de guerre. Même s'il y a des possibilités d'évacuation de ces avions en parachute, il faut que l'avion soit encore à peu près intègre et en altitude pour que ça puisse être possible. Et en fait, là, les accidents, c'est un au décollage en Thaïlande, perte du réacteur numéro 4 et l'avion n'a pas réussi à décoller, il a fini dans un talus. Un à l'atterrissage de nuit et un autre au décollage par temps d'orage à Taïwan. Taïwan était la base arrière des ravitailleurs, au moins là, on savait que ces avions-là ne seraient pas attaqués par les guérilleros Viet Cong. Pour vous donner une idée, c'est juste un chiffre hallucinant, je suis tombé dessus, donc pour ça je le donne même si c'est hors sujet, mais les KC-135 au Vietnam, c'est 194 687 sorties. C'est 911 364 heures de vol, c'est 813 878 ravitaillements en vol et c'est 4,52 milliards de litres délivrés de kérosène. L'US Air Force a reçu environ, un peu plus de 700 exemplaires. Et au dernier pointage, il en restait 153 au sein de l'Air Mobility Command, 171 au sein des Air National Guard et 72 au sein de l'Air Force Reserve. Et l'avion qui a été impacté, c'est un avion de l'Air Force Reserve. Donc au total, en avril 2025, il en restait 396, sachant que les KC-46 arrivent, mais au compte-gouttes. Donc en fait, les KC-135 vont rester encore en service un bon moment. Donc voilà, il y a eu un accident, c'est une collision en vol. La question se pose, comment la collision en vol est-elle possible? Pareil, il y aurait des commissions d'enquête. Alors je ne sais pas s'ils ont un BAE qui communiquera, mais c'est intéressant de savoir s'ils se ravitaillaient l'un l'autre, ou alors s'ils étaient sur la même mission, ou alors s'ils n'étaient pas sur les mêmes missions et qu'il y a eu des trajectoires convergentes. En tout cas, il y a un avion au tas. Par contre, on notera que l'avion qui est revenu se poser à Tel Aviv, il lui manque un beau paquet de la dérive. La conception de la dérive du C-135, elle est saine parce qu'il y a un paquet d'avions qui, avec des dégâts comme ça, ne rentrent pas. Ça a dû être sportif pour l'équipage, faut y penser. Et ça, c'est sans doute la dernière trace visible du C-135 qui a été perdue. Et ça, c'est un décollage donc hier soir de Tel Aviv pour une mission donc vers l'Irak. L'Irak étant ici, c'est dans ce secteur-là qu'il aurait été percuté. L'autre est revenu, a tourné un moment au large de Tel Aviv sans doute pour se mettre à la masse et se reposer. Et puis voilà, ça fait partie des histoires de guerre. Alors c'est pas le premier KC-135 perdu au combat, perdu sur des théâtres d'opération, mais ça fait une perte supplémentaire ici pour l'Air Force. Un petit mot sur le KC-135.
Ça, on va faire une petite redite que normalement tout le monde connaît, mais le KC-135 n'est pas une version du Boeing 707. C'est un dérivé du prototype Dash-80. Ici, vous avez un extrait d'un livre qui est signé René Francillon sur l'histoire du Boeing 707, qui parle quand même un petit peu des avions militaires. Vous avez 3 sections de fuselage. Ici, vous avez la section de fuselage du prototype, donc le Dash 80, celui qu'on voit sur la couverture du livre. 3,35 m, 4,17 m. Le KC-135, qui est une des branches dérivées de ce prototype, a un fuselage de 3,66 m de large et de 4,22 m de hauteur. Et le 707, qui est le cousin, qui est vraiment l'autre branche, elle fait 3,76 m, donc elle est un petit peu plus large, ce qui permet d'accommoder les 2x3 sièges, et 4,33 m de hauteur. Sachant que cette section de fuselage qu'on retrouve sur le 707, c'est la même que sur le 727 et sur le 737. Donc ce sont bien des avions différents. Le piège, par exemple, c'est qu'on serait tentant de dire « Ah, les AWACS aussi ». Non, les AWACS sont des vrais 707. Ben Moll, petit piège, il existe aussi des 707 convertis en ravitailleurs. Exact. Vous avez par exemple l'Iran qui était utilisateur de KC-707 et Israël qui est utilisateur, qui a toujours d'ailleurs, au moins un KC-707. Voilà, ça c'était juste pour le petit coin AvGeek, intéressant pour venir à la suite de cette histoire. Et puisqu'on parle de 707, eh ben on va parler d'un autre 707. Là c'est une information un petit peu plus légère dont on avait parlé il y a un an environ. John Travolta, l'acteur bien connu, était propriétaire jusqu'à pas si longtemps que ça d'un Boeing 707 aux couleurs de Qantas. On s'est posé la question de savoir ce que devenait son avion. Son avion avait été donné à une association australienne qui s'appelle le Historical Aircraft Restoration Society, qui a un certain nombre d'avions statiques et d'avions en état de vol. Pour la petite histoire, en état de vol, ils ont un Tracker, un P2 Neptune, un P3 Orion et un Lockheed Constellation, notamment. Donc c'est des gens qui ont des avions un peu sympas quand même. Donc notre ami John Travolta en 2017 décide de se passer de son 707 couleur Qantas. Alors pourquoi? Visiblement parce que les 707 sont devenus des avions très rares et que le marché des pièces détachées commençait à devenir compliqué et donc il avait du mal à faire voler son avion. Ça devenait très cher. D'autant plus qu'au départ, quand il avait acquis en 1998, il avait un accord avec Qantas, on voit ici son avion, qui était que Qantas s'occupait de la maintenance de son avion et lui, il était ambassadeur de la compagnie aérienne australienne. Et c'est un rôle qu'il a joué alors du fond du cœur, vraiment. Et donc, John volait sur son 707 et qu'il garait à Jumbo Air, donc à Ocala, en Floride, au milieu de la Floride, là où il a sa résidence principale, qui effectivement est à côté de... Il a une piste à côté de sa baraque. En fait, c'est un airpark, comme il y en a aussi en France, à Biscarrosse. Si vous êtes propriétaire d'un avion, vous avez un peu de sous, vous pouvez avoir une maison avec un taxiway qui vous emmène directement à la piste de Biscay. Il y a la même chose à Vannes, etc. Donc voilà, ça c'est la résidence de Monsieur John Travolta. Vous avez 2 pads. Là, il gare son Gulfstream et là, il gare son 707. Et puis là, je crois, une citation aussi. Et puis là aussi, des avions de collection, je crois. Bon, à un moment, le 707, il n'en avait vraiment plus l'usage. Et donc, il l'a retiré du service en 2017. Et il l'a offert à la HARS. Sauf que est arrivé le Covid, tout ça, machin. Et le transfert qui aurait dû se faire par le ciel ne s'est pas fait. L'avion est resté stocké là où on le voit. C'est à Brunswick, donc qui est un petit aérodrome en Géorgie. C'est à 200 km de là où John Travolta vit. Dans une société qui s'appelle Stamborg Aviation, qui est un spécialiste du genre parce qu'en fait, on voit que là il y a un 707 aussi, là il y a un 727, là il y a un autre 707, et puis là c'est l'avion de Travolta qui est là. Je crois que celui-là c'est un des avions d'Omega Air, donc il doit servir de réserve de pièces détachées. Donc je pense que la boîte elle est un petit peu spécialisée sur les Boeing, en attendant de savoir quoi faire pour le transfert. Et comme le transfert maintenant ne pouvait plus se faire par voie aérienne, je pense que John Travolta avait envie de le faire lui-même. En fait, le transfert va se faire par voie maritime. Et on a eu des informations ces derniers jours parce que c'est une société spécialisée qui se charge de ce truc-là, qui s'appelle Worldwide Aircraft Recovery. Et cette boîte, qui a une page Facebook, a montré l'avancée des travaux. Ils ont démonté le 707, donc ils ont enlevé les ailes. Ils ont posé le fuselage sur une remorque, que voici.
Et puis tout ça est en cours de convoyage vers un petit port à côté où il va être chargé sur un cargo. Et puis il va faire le canal de Panama et puis arriver en Australie dans quelques semaines, où il sera remonté, exposé au musée de la HRS, sans doute pas remis en état de vol, parce que là, je pense qu'il y en a un gros budget. D'un autre côté, c'est une boîte qui sont quand même capables de faire voler un Lockheed Constellation. Mais bon, un quadri-réacteur, quand même, c'est chaud. Donc, affaire à suivre. Comme on a suivi un petit peu le convoyage des Martin Mars, on va essayer de suivre ça. Alors lui, je l'ai vu une fois, il est venu au moins 2 fois au Bourget. Une fois, il y avait une visite presse et je l'avais raté. Il avait invité des journalistes à visiter son avion. Il était aménagé en VIP, vraiment un bel aménagement. C'était pas un aménagement d'avion de ligne, c'était un aménagement d'avion d'affaires. Je pense qu'il sera préservé dans cette configuration-là. Et il était venu aussi à un salon du Bourget, je l'avais vu de loin parce qu'il avait été garé à Duny. Quand même une belle bête, puis T707 en vol, aujourd'hui on n'en voit plus des tonnes. Alors, pour en revenir à sa fameuse maison qui fait rêver tout le monde, moi le premier, alors, sur Flight Sim 2004, elle existe. Donc moi j'ai la SEM, de temps en temps je m'y pose. Je ne sais pas si elle existe pour Flight Sim 2020-2024, mais c'est un must. Il faut vraiment avoir cette scène parce que c'est vraiment truc incroyable et s'y poser, c'est assez génial. Aux dernières nouvelles, il chercherait à la vendre, sa maison, et honnêtement, le prix me paraît très peu élevé, puisque j'ai vu passer un chiffre de 10 millions de dollars. Honnêtement, il est sur on appelle ça, c'est une résidence fermée, c'est un airpark fermé, donc il est très sécurisé, et puis il y a une piste, parce que sa maison, elle est là, la piste, elle est là, et vous avez un taxiway. Alors là, vous avez d'autres maisons qui ont aussi des hangars avions, un petit peu plus modestes que ceux de John. Vous voyez, la maison, elle est entourée par les arbres. Et en fait, là, il n'y a aucune route. Là, c'est des routes internes. L'entrée de Jumbo Air, elle est là. Et c'est une entrée avec vigile. Donc, il n'y a personne qui peut apercevoir la maison de John. Il n'y a que là où on peut circuler... là, la route là, et puis vous avez ici un deuxième airpark avec là des hangars pour des avions privés, parce qu'il n'y a pas que John qui a son avion. Et là, vous avez vraiment une piste de 2200 mètres, 2300 mètres. Il faut juste savoir un truc. On sait qu'à côté, vous avez quand même des bleds, et le décollage, un 707, surtout le sien avec les réacteurs d'origine, ça devait faire un barouf d'enfer. Alors, il volait pas beaucoup, mais alors à chaque fois qu'il décollait, visiblement, il y avait des plaintes. Dire que franchement, un 707 au décollage, non, je quittais, c'est un bruit d'avion de chasse. Ici, au Bourget, il y a quelques années, on avait eu un Boeing 737-200 qui avait décollé, et c'est un Boeing 737-200 avec les réacteurs, les bons vieux réacteurs. Je me suis mis à la fenêtre, je me suis jeté à la fenêtre, je croyais que c'était un avion de chasse qui décollait. Ben non, c'était un vieux 737. Alors, les vieux 727 avec les réacteurs d'origine. Donc oui, je comprends que les voisins sont sans doute étaient contents qu'il vende son avion, parce que maintenant il a un Gulfstream. Les Gulfstream, j'en ai tous les jours qui passent, on les entend pas. Donc voilà, l'histoire du 707 de Travolta, elle est en train de se terminer. L'avion est en cours de démontage et il va être convoyé en Australie où il va être exposé. C'est une belle machine, voilà. Il me reste juste à vous dire, à vous souhaiter un très très bon week-end, amusez-vous bien et on se voit la semaine prochaine pour parler un petit peu bombardier d'eau. Allez, à bientôt, ciao!